Bonjour à toutes et à tous, je suis accompagnée d'Elsa à la technique, de Lucas à la régie et de Richard et Lucie au stream. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 3 cités ensevelies de cendres suite à l'une des plus grandes catastrophes naturelles à l'échelle humaine, celle du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Pendant les vacances de Noël, je suis allée avec ma famille en Italie sur les pas de ces Romains saisis en plein cours de leur vie, surpris par cette éruption si violente. C'était impressionnant de voir ces villes arrêtées dans leurs activités si soudainement, comme on arrêterait un film pour analyser davantage l'image. Pompéi, Herculanum et Stabi étaient de petites villes résidentielles dynamiques et protégées, édifiées sur les pentes du Vésuve. La mort de Pline l'Ancien, véritable scientifique voulant se rapprocher du phénomène naturel pour l'étudier davantage, ou tout simplement voulant sauver son ami avant qu'il ne soit trop tard, nous est raconté dans un récit de son neveu, témoignant de cet effroyable spectacle. Les premières fouilles débutèrent en 1738 sous le règne de Charles III de Bourbon et de nombreux pilleurs et chercheurs de trésors s'emparèrent d'une majorité des objets ayant de la valeur. Les 3 cités ont quand même pu être découvertes et reconstituées en partie. De nouvelles fouilles sont encore en cours aujourd'hui et de nombreuses autres à venir aussi. Radio Saint-Vincent. Secoue-toi les tympans. T'es branché sur RSV. J'ai la chance d'être sur le plateau de Radio Saint-Vincent en compagnie de Madame Dominique Collat, professeure de français, d'HLP et de latin au lycée et de culture générale en prépa, que je remercie d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Madame Collat. Bonjour Clélia, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Nous allons dès à présent parler de la vie de Pompéi avant l'éruption. Et pour commencer, avez-vous une citation latine à nous partager ? Alors, non seulement j'en ai une, Clélia, mais je vais t'en proposer 2. La première qui me vient à l'esprit, c'est le Carpe Diem, parce que je l'associe plus précisément à une sortie que j'ai faite avec mes terminales HLP l'année dernière. Nous sommes allés voir la pièce de théâtre Le Cercle des Poètes Disparus à Paris. On a passé toute une journée là-bas et ils ont gardé cette phrase avec une partie des répliques, capitaine au capitaine. Et quand on s'est quitté à la fin de l'année, j'ai vu mes grands dadais, j'allais dire, de terminale, sans comprendre ce qui se passait tout de suite, se mettre un par un, debout sur leur table, au risque de la chute, et me réciter ce petit bout de réplique pour me dire au revoir. Donc c'est vraiment associé à un grand moment d'émotion, et puis cueille le jour présent, parce que c'est un peu ma philosophie d'essayer de prendre tout ce qu'il y a de positif dans la vie et de voir le verre à moitié plein. Et l'autre citation que j'aime bien, c'est Sicitur ad astra, c'est-à-dire c'est ainsi qu'on s'élève jusqu'aux astres. Et c'est cette façon d'essayer de toujours être un petit peu meilleur que ce qu'on était la veille, en espérant qu'on puisse, toutes et tous, se coucher chaque soir en se disant je me couche en étant un tout petit peu une meilleure personne qu'hier. Et ça, je trouve que c'est chouette. Je vais peut-être le garder comme épitaphe sur ma tombe, on ne sait jamais, ça pourrait arriver un jour, même si je me pense un petit peu immortelle. Merci beaucoup. Et les recherches des fouilles de Pompéi, où en sont-elles et quand ont-elles commencé ? Alors, tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction, c'est au XVIIIe siècle que les découvertes vont se faire, alors que l'éruption du Vésuve et le fait que Pompéi, Herculanum et Stabi soient ensevelis remontent à 79 de notre ère. Pompéi, je crois qu'on pourrait la définir comme une ville ordinaire au destin extraordinaire. Et Chateaubriand, lorsqu'il visite Pompéi en 1804, dira « Une ville romaine conservée tout entière, comme si les habitants venaient d'en sortir un quart d'heure auparavant. » Ce qui montre à quel point nous avons finalement la chance, de tout mal peut sortir un bien, que cette ville ait été ensevelie, puisque c'est cette éruption finalement et le fait d'être ensevelie par ses cendres qui a pu préserver l'ensemble de la ville, et les fouilles en sont encore
encore, on a fouillé que environ un cinquième de la surface de Pompéi, et on continue de découvrir les choses. Aujourd'hui, ça se fait plus intelligemment. D'abord, c'est sous couvert de l'Europe et de l'UNESCO, avec une grande partie de l'argent de l'Europe et du ministère de la Culture italien, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a eu pendant très longtemps de la corruption, que ce qui avait commencé à être découvert continuait d'être pillé au fur et à mesure, que l'argent qui aurait dû servir aux fouilles partait dans d'autres poches. Et il a fallu un effondrement de la Schola Armatorum, qui était une école de gladiateurs, en 2010, suite à des pluies diluviennes, pour mettre un petit peu à jour tout ce système qui profitait à certains, mais sûrement pas à la science et aux découvertes pompéiennes. Donc depuis, les fouilles ont repris, on a des équipes qui sont pluridisciplinaires, on a des vulcanologues, on a des archéologues, on a des architectes, puisque on a des maisons qui sont toujours debout, on a des archéobotanistes, puisqu'on découvre également conserver des vestiges botaniques. On sait aujourd'hui comment étaient nourris les esclaves, et ils étaient plutôt bien nourris à Pompéi. Et puis, on va avoir bien évidemment des anthropologues qui vont venir travailler sur ces fouilles. Et les découvertes continuent de mettre à jour l'organisation sociale, économique et politique, finalement, de ce centre urbain et de la richesse de sa vie culturelle notamment. Et lors de ces découvertes, justement, on a découvert des termes romains. Et comment étaient-ils utilisés et quel était leur mode de fonctionnement ? Alors, on a trouvé plusieurs termes à Pompéi, ce qui est quelque chose qui revient absolument dans toute l'Antiquité grecque et romaine, c'est ce souci de l'hygiène. On a d'ailleurs comme cliché que le Romain avait une grande hygiène et était propre, et tu vas voir que c'est un cliché à prendre quand même un petit peu avec précaution, parce que les premiers termes trouvés à Pompéi, qui sont les termes de Stabian, qui sont les plus anciens, les plus petits, qui datent du IIe siècle avant Jésus-Christ, ces termes-là étaient alimentés par des puits. Et comme je te le disais tout de suite, ce sont des équipes pluridisciplinaires avec également des chimistes qui s'intéressent aux fouilles. On s'est aperçu, en étudiant dans les vestiges, que l'eau des thermes de Pompéi, celle qui provenait des puits, contenait des impuretés. Et ces impuretés remettent en question justement ce grand cliché de l'hygiène des Romains, et que pour que cela puisse s'améliorer, il a fallu passer des puits à la gestion de l'eau par un aqueduc, donc puiser cette fois-ci de l'eau qui venait de nappes phréatiques. Et les scientifiques iront faire leurs recherches, mais c'est notamment l'étude des carbonates qui a permis d'aller travailler un petit peu sur ces dépôts géochimiques. Eh bien, merci beaucoup, Madame Colas. Radio Saint-Vincent. Radio Saint-Vincent. Purement breton. Toujours avec Madame Colas sur le plateau de Radio Saint-Vincent, et nous allons continuer autour du thème de l'eau et justement comment était gérée cette eau et quelle était son utilisation pour les vêtements. Alors, d'abord, je tiens quand même juste à faire un petit excursus, Clélia. Je remarque que vous avez la délicatesse de choisir des musiques connues d'une femme de ma génération. Donc voilà, un grand merci pour votre bienveillance. On a souvent en tête que les Romains lavaient leurs vêtements avec de l'urine. C'est en partie vrai, mais pas complètement. Donc les Grecs lavaient leurs vêtements avec de l'eau, et les Romains faisaient plus attention à leur apparence extérieure, et ils utilisaient finalement des détergents. Et
être propre, être bien mis, c'était un signe de luxe qui va rester pendant de nombreuses années, et ce qui va voir se développer des ateliers de foulons. Et le terme foulon, c'est en réalité une terre, une sorte d'argile qui permet de décolorer, et elle permettait c'est notre mire couleur finalement de l'époque, de garder les couleurs intactes et d'enlever le gras, un détergent. Et l'urine que l'on va effectivement utiliser sert d'agent blanchiment. Alors je n'ai pas testé de manière réelle, et de dégraissant, puisque c'est une solution finalement ammoniaquée. Ce qui fait que ce sont des esclaves très spécialisés qui sont utilisés pour réaliser ce travail. C'est dangereux parce que on étend ensuite les vêtements au-dessus de feux de soufre pour continuer cette action de blanchiment, et on imagine que l'espérance de vie de ces esclaves était encore plus réduite qu'habituellement. Et est-ce que ces esclaves, justement, ils pouvaient être affranchis parfois à Pompéi ? Alors, à Pompéi, à partir du moment où Pompéi est devenue une colonie romaine, avec la conquête de Sylla, eh bien, les règles d'affranchissement sont les mêmes pour les esclaves à Pompéi que celles qui sont sur l'ensemble du territoire, ce qui est devenu aujourd'hui l'Italie. Et en parlant des personnes et des citoyens de la ville de Pompéi, on a découvert une villa qui est celle de Julia Félix. Et qui est cette femme ? Alors, Julia Félix, en fait, on n'a pas complètement, toutes les connaissances ne sont pas encore certaines. Ce qu'on sait, c'est que la demeure que l'on a trouvée, ce domaine, c'est une grande propriété et qui appartenait à une femme qui a converti des parties en appartements et qui vont être disponibles à la location. Et puis, à partir du tremblement de terre de 62, qui a vu une grande partie de Pompéi détruite, mais reconstruite avec une plus grande richesse de décors, elle va laisser à disposition de l'ensemble du public une partie de ces terrains, un petit peu comme des jardins publics finalement. Et les fouilles archéologiques vont montrer qu'elle occupait tout un quartier, ce qu'on appelle une insula, dans ce qui est considéré aujourd'hui comme une entreprise. On parlerait d'elle comme d'une businesswoman. Et les chercheurs ne sont pas d'accord sur leur origine. Alors, je te donne deux hypothèses, puisque je suis allée chercher ces hypothèses-là, que je ne connaissais pas. Ou bien elle était la fille illégitime de quelqu'un, certes de basse naissance, mais d'argenté, ou bien elle descendait des affranchis impériaux. Mais en tout cas, elle avait cette particularité de disposer de sa fortune alors que de son vivant, des lois ont été mises en œuvre justement pour empêcher les femmes de posséder des biens sans tuteur. Et là, je dirais, Clélia, #2026, les gars, réveillez-vous. Et donc, effectivement, Julia Félix, c'était comme une précurseuse du Airbnb. Exactement. Elle a inventé un peu ce système-là, et elle invitait aussi pas mal de personnes chez elle. Et concernant justement la nourriture à Pompéi, qu'en est-elle ? Alors, on a fait, les dernières fouilles là, en 2017, on a dégagé, pas loin d'ailleurs du domaine de Julia Félix, dans la villa Civittagugliana, on a les archéologues, ceux qui font des fouilles, ces grandes équipes dont on parlait tout à l'heure, ont découvert ce qu'ils ont appelé une chambre à esclaves, c'est-à-dire un endroit réservé aux esclaves et avec notamment des traces des aliments, de la nourriture qu'ils avaient, des fèves, des poires, des pommes. Et c'est une image qui bouleverse un petit peu certains clichés. Les esclaves étaient bien nourris, avec des sources de légumineuses, parce qu'il était important, un esclave, c'est de l'argent, ça coûte de l'argent également. Et donc, il fallait les conserver en bonne santé, d'autant que sur Pompéi, on a une grande activité agricole, particulièrement viticole. Et peut-être que lors de ta visite aux vacances de Noël, alors
pas toi parce que tu n'aurais pas eu le droit, j'imagine, mais tes parents ont peut-être acheté une bouteille de ce fameux vin des coteaux du Vésuve, les Larmata Christi, les larmes du Christ, que personnellement j'ai trouvé un petit peu acide. Eh bien, merci beaucoup Madame Collat pour cette superbe interview. J'espère que tous nos auditeurs nous en ont appris davantage sur Pompéi. Radio Saint-Vincent, au Parc du Tabor. À bientôt Madame Collat, on espère vous revoir sur le plateau de Radio Saint-Vincent. C'est toujours avec un grand plaisir. Nous allons maintenant écouter La Mama de Charles Aznavour sur Radio SV. Radio Saint-Vincent, au Parc du Tabor. RSV, Made in Brest. Rien de pour toi. Maintenant, je vais vous parler justement de ce volcan, à ce jour encore en activité, ayant provoqué les immenses dégâts de 79 après Jésus-Christ. À cette époque, la population n'était pas avertie que cette grosse montagne imposante n'était qu'autre qu'un volcan. En effet, le Vésuve ne ressemblait pas à celui que l'on connaît aujourd'hui, puisqu'avant, il n'y avait que la Soma, le sommet, entre guillemets. Un terrible tremblement de terre 17 ans auparavant avait créé d'importants dommages. Et lors de l'éruption en août, les Romains étaient en train justement de reconstruire les dégâts de celui-ci, comme nous l'a évoqué Madame Collat tout à l'heure. Les Italiens pensaient qu'il s'agissait d'une colère des dieux et furent donc surpris dans leurs activités quotidiennes. Après la terrible éruption ayant duré 3 jours, où lave, cendres, lapilli et détritus ont enseveli les villes de Pompéi, Herculanum et Stabi, ce fameux sommet s'écroula et forma ce que l'on appelle une caldeira. À l'intérieur de ce grand réservoir, si je puis dire, le cône à proprement parler du Vésuve fut formé à la suite d'autres activités volcaniques, notamment celle de 1944. La dernière éruption du Vésuve à ce jour. Malgré tout, ce volcan explosif actif mesurant 1281 mètres de hauteur continue à émettre de petites fumerolles. La région de Campanie reste une zone de forte activité sismique, notamment avec la présence des champs flégréens. Radio SV, Sound and Vibes. Maintenant, je vais vous parler d'Herculanum. Même si Herculanum est moins connu que Pompéi, elle a tout autant souffert de la catastrophe si ce n'est plus. En effet, la ville fut recouverte d'une masse de tuf allant de 16 à 25 mètres, alors que Pompéi fut enfouie sous 6 mètres. Les fouilles furent ainsi difficiles à effectuer. Mais le plan total de la ville a été réécrit, mais seulement une petite part peut être visitée puisque la majorité se trouve sous la ville actuelle d'Herculano. Hercule, le demi-dieu, a donné son nom à cette ville, se trouvant entre le Vésuve et le golfe de Naples, puisque celle-ci était plus proche du volcan. La conservation fut meilleure. La ville fut recouverte par les coulées pyroclastiques et le bois qui était censé brûler est resté intact au fil des siècles. Des lits, des plafonds, des escaliers, des charpentes et un bateau furent conservés. C'est impressionnant et ce n'est pas tout puisque des papyrus ont aussi été découverts et déchiffrés. Ils racontaient l'histoire d'une jeune esclave. De plus, dans les Fornici, endroit où l'on range les bateaux, 270 corps furent retrouvés. Ils s'étaient tous regroupés proches de la mer pour échapper au désastre. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes ? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. On est à Rennes, donc je voyais ce bâtiment là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. Nous vous rappelons que les vidéos du salon de l'étudiant et des portes ouvertes vont bientôt sortir sur YouTube. Vous pourrez aller les consulter, y découvrir les interviews de professeurs et d'élèves. Et je rappelle aussi, pour un petit point culture générale, qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la grande écrivaine Colette. Elle est née effectivement le 28 janvier 1873, mais c'est aussi l'anniversaire du célèbre sculpteur Alfred Grévin, qui a donné son nom au musée Grévin et qui est lui aussi né le 28 janvier 1827. Maintenant, nous allons écouter les partenaires. SV Radio, Radio Saint-Vincent.
HEIP, l'école des hautes études internationales et politiques. Depuis 125 ans, notre école forme des citoyens engagés et éclairés, prêts à façonner un avenir plus juste et plus durable. Penser, débattre, agir, 3 mots qui incarnent notre vision pour comprendre les dynamiques internationales et imaginer des solutions aux défis contemporains. Découvrez nos programmes en français et en anglais, nos campus en France et à l'international, ainsi que nos partenariats avec 40 universités. Nos programmes diplômants garantissent une formation de qualité et une reconnaissance professionnelle. Inscrivez-vous à nos événements pour découvrir notre campus au cœur de Rennes sur heip.fr. Rejoindre HEIP, c'est être prêt à transformer le monde de demain. Ça, c'est Mathis. Pour le moment, il est encore lycéen et passera son bac général dans quelques jours. Mais ce qui le rend si heureux, c'est le courrier qui vient d'ouvrir. Oui, on se calme, Mathis. Mathis a été accepté à l'ICAM et deviendra ingénieur généraliste. Les matières scientifiques, ça a toujours été son truc. Et grâce à l'ICAM, il abordera sereinement ses 2 années de BTS. En plus, Mathis savait que s'il était pris à l'ICAM, il retrouverait ses camarades Arthur et Titouan. L'un est en STI 2D et l'autre en STL. Ils sont tous les deux motivés pour obtenir un BTS et rejoindre ensuite une entreprise en alternance pour l'obtention du diplôme d'ingénieur. Donc oui, Mathis est vraiment heureux. Il faut dire que depuis qu'il avait participé aux journées d'immersion à l'ICAM, il ne parlait plus que de ça. Bon, Mathis, ça devient gênant maintenant. Et toi, tu fais quoi après ton bac ? Tu veux gérer des équipes, prendre des décisions et apprendre tout en construisant ton CV ? À l'IFAG Rennes, nos formations de management sont 100% en alternance, en commerce ou en RH. Chez nous, on apprend le management en entreprise et pas seulement en classe. Dès le mois de janvier, postule sur Parcoursup pour rejoindre nos BTS. Et si tu veux aller plus loin, tu peux poursuivre jusqu'au Bac+5 pour devenir un vrai manager. Retrouvez-nous sur le campus The Land à Rennes, toutes les dates de journées portes ouvertes et infos sur notre site internet ifag.com. IFAG, école de management spécialisée dans l'alternance depuis 1968. Samedi 7 février 2026, Studirama organise le salon Alternance et Master de Rennes au Couvent des Jacobins. Découvrez 400 formations post-bac qui inscrivent pour la rentrée et retrouvez également des organismes de recrutement pour trouver votre alternance et des conseillers d'orientation pour finaliser votre inscription sur Parcoursup. L'inscription est gratuite sur studirama.com, alors inscrivez-vous vite et trouvez votre voie. Radio Saint-Vincent. Secoue-toi les tympans. T'es branché sur RSV. J'ai le plaisir de vous partager un de mes coups de cœur, La Grenade de Clara Luciani sur Radio SV. À Naples, il y a beaucoup de saintes patronnes et de saints patrons, mais le plus important pour les Napolitains, si je puis dire, c'est San Gennaro. Né en 270 après Jésus-Christ, il est supposé qu'il soit le descendant d'une famille patricienne romaine et qu'il fut élu évêque de Bénévent en 302. Il fut apparemment partie des victimes de la grande persécution ordonnée par l'empereur Dioclétien, et son martyre fut à ce qu'il paraît l'occasion de nombreux miracles. En effet, après avoir été jeté dans un bûcher, il en ressortit intact. Puis il domestiqua les fauves dans l'amphithéâtre de Puzzolé, dans lequel on l'avait lâché. De plus, il rendit la vue à son persécuteur qui l'avait perdu de rage, et fut finalement décapité à seulement 35 ans. Les reliques de San Gennaro sont constituées de ses ossements, de son crâne et de 2 fioles de sang. Elles sont conservées dans la chapelle dédiée à San Gennaro, se situant dans la cathédrale de Naples. Aujourd'hui, la liquéfaction de son sang est devenue un symbole et une réunion très importante pour les Napolitains. Dans l'année, il y a 3 moments forts. Le samedi précédant le premier dimanche de mai, qui célèbre la translation des reliques de Puzzolé à Naples, le 19 septembre remémorant l'anniversaire de sa décapitation, et le 16 décembre célébrant la protection de Naples par San Gennaro, lors de l'éruption du Vésuve en 1631. Lors de ces événements, si le sang se liquéfie, c'est bon signe pour les Napolitains. Mais s'il reste sous forme solide, cela annonce une mauvaise nouvelle. En effet, par exemple, l'année où le Covid fut particulièrement dévastateur, le sang ne s'était pas liquéfié. Radio Saint-Vincent, au Parc du Tabor. RSV, Made in Brest. L'émission touche à sa fin et il est temps pour moi de vous dire au revoir. J'espère que celle-ci vous a permis d'en apprendre davantage sur l'histoire de cette catastrophe et les impacts qu'elle a encore aujourd'hui. J'espère aussi qu'elle vous a fait rêver et vous a donné envie de vous y rendre pour en apprendre encore davantage. Je remercie tout particulièrement Madame Cola pour cette superbe interview, mais aussi Elsa à la technique, Lucas Schumann à la régie et Lucie et Richard au stream. Nous attendons les retours de Madame Cola de son voyage en Sicile très prochainement.